que nous nous sommes quittés la dernière fois, c'était sur les bords du Poul, ce grand lac qui est formé par le Congo entre ce qui est devenu Brazzaville et ce qui est devenu Léopoldville. Et nous allions là parce que Brazzaville, capitale de la France libre, se devait d'avoir une école d'élèves officiers, se devait d'avoir son Saint-Cyr, le Saint-Cyr de la France libre, qui fut baptisé quelques semaines après notre arrivée le 15 janvier 1941, du nom du colonel d'Ornano, qui a été tué lors de raids sur Mourzouk, avec les patrouilles du Long Range Desert Group britannique. Et c'est donc le camp colonel d'Ornano. Notre revue, notre journal, notre bulletin, car comme tous les élèves dans toutes les écoles, eh bien, nous avons imaginé un bulletin. Le titre en était « La catapulte ». Et voici le répertoire de ceux qui ont passé dans les baraques du camp colonel d'Ornano. Camp colonel d'Ornano, Brazzaville, 1941, la catapulte, action, sacrifice, espérance. C'est en effet notre devise, que l'on inscrit sur les murs du réfectoire et qui seront placés au-dessus de Général de Gaulle lorsqu'il viendra un jour partager notre repas. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Un jour, je vais indiquer que nous étions de la compagnie de chars 17 à être désignés pour suivre ces cours. Et n'ayant pas tous les noms en tête, j'ai recherché à travers mon vieux répertoire, dont je feuillette les pages. Agenais, je l'avais dit, c'est dans l'ordre alphabétique. Agenais Alain, mort depuis. Baudot, que nous disions Baudot de base, parce que c'était le plus grand. On se rassemblait toujours sur lui. Bellec Jean, devenu général, toujours en vie. Borokowitch, Serge, bien entendu, dont nous avons parlé. Buis Maurice, pas le général, Buis, le barbu. Hein. Buis Maurice. Casterès, Louis. Casterès, là, c'est un de ces hommes du sud-ouest dont je parlais l'autre jour. Pierre Cholton. Ah, Cholton. Xavier Daufret de la Chevalerie. Gérard de Blois, qui sera tué après Toulon. Qui a-t-il encore? Jacques Franjou. Tournons les pages. Charles de Guasguen, bien sûr. Noro, Pailleret, Paufilet. Il n'y avait pas Frisa? Ah oui, mais Frisa n'était pas un ancien de la première compagnie de chars. Ah non, c'est vrai. Ouais. Frisa appartenait à la première section parce il était déjà sous-officier. Oui. Alors, à la première section, il y avait des gens comme en effet Frisa, comme André Jouski, Édouard. Fratassi. Et il y avait Frataxi, il y avait Basset Robert, il y avait Jean Brett, il y avait Bonic, qui fut tué par la campagne de France. Il y avait Civelle, il y avait Chevalier, il y avait, voyons, Robert Couret, il y avait De Vildeuil, Michel Dion, Thaddée Diffre, il y avait Spitalier, qui encore Frataxi Philippe, on l'a dit, Frisa, les inséparables, Henri Christian, là, Frisa, et puis Jules Gérard, et encore Edmond Hubler, ça je me souviens pas de lui, Hubler, ça c'est curieux, ça ne m'évoque pas de visage. Il avait le maire, il est vrai qu'ils sont partis assez rapidement. Et un dénommé Lebert également, BER. Et puis Philippe Péchaud, Oui. n'est-ce pas? Oui. Là, je les cite par ordre alphabétique au fur et à mesure que les noms apparaissent. Roger Lévy,
Claude Mantel, on nous en parlait déjà, et Robert Marté, qui encore à la 1B ou à la 1A, il y avait Robert Poyer, il y avait Pose, Henri Pose, Pierre Radet, Jacques Régnier, Raymond Soto, le gouverneur, hein, Raymond Soto, Roger Sinaud, Paul Tétène qui fera un vice-président de l'Assemblée nationale par la suite, présidera les audiences de la Haute Cour de justice. Louis Xetxu, pas facile à prononcer, ce Louis Xetxu, un gars de Perpignan. Voilà, alors rapidement dit les gens de la première section. Et pour ce qui est des chats, eh bien, je m'étais arrêté sur Peaufilet, n'est-ce pas? Il y en a encore un autre dans l'ordre alphabétique. C'était Savary et Schmitt, et puis Tabuteau Étienne, et Thomas Jean, un philistérien, un gars de Brest. Bien entendu, il y a eu à peu près 6 sections qui se sont succédées à Brazzaville, avec plus ou moins de malheur, en ce sens que les nécessités de l'encadrement faisaient que, quelquefois, au bout de 15 jours, 3 semaines, les garçons étaient renvoyés dans des unités pour assurer l'encadrement. Et puis, ce n'est que plus tard qu'on a pu leur faire repoursuivre ou reprendre un cours d'élèves aspirants. C'est ainsi que les gens des chars qui n'étaient pas venus avec nous ont eu un cours d'élèves aspirants à Damas, oui, après la campagne de Syrie. C'est ainsi qu'après la campagne de Tunisie, lorsque Giraud nous a renvoyés à nos chères études dans le désert, n'est-ce pas, entre la frontière de Tunisie et Tripoli, la Sabrata, eh bien, Odo et Kochanowski ont été chargés par le colonel Rémy d'organiser un cours d'élèves aspirants pour tous ceux qui, ayant passé à Brazzaville, n'y avaient pas terminé leur cours, et ainsi leur donner une chance. C'est ainsi que Guéna, Trichler, etc., oui, c'est ça, ont suivi leur cours à ce moment-là. Enfin, ont continué à suivre des études, alors que deuxième classe ou première classe, il se trouvait l'un Savary, Guéna dans l'escadron Savelli, oui, et Trichler à l'escadron Morel-de-Ville. Oui. Et puis, les nominations ne sont pas intervenues tout de suite, mais elles sont intervenues tout de même à temps pour leur donner une place qu'ils trouvaient à juste titre insuffisante, tant leur impatience était grande, n'est-ce pas, mais qui leur a permis, dans les escadrons du régiment de reconnaissance de la 2e division blindée, de donner la mesure de leur capacité, de leur volontariat, et par là d'accomplir ce pourquoi ils étaient partis s'engager chez De Gaulle. Voilà. Voilà, mais enfin, nous n'en sommes pas encore en 1944. Nous sommes toujours sur les bords du Poul, le bataillon d'ailleurs de tirailleurs qui se trouve là en garnison à Brazzaville, entre notre campement, notre camp colonna d'Ornano, et le mess des sous-officiers, le mess d'officiers. On longe les limites du camp chaque fois que nous remontions là-haut. Et dans ce bataillon du Poul, eh bien c'est là où l'on puisera les sections, les hommes qui nous serviront à faire la manœuvre que nous commanderons au fur et à mesure de notre instruction, n'est-ce pas? Le bataillon du Poul, commandé par le chef de bataillon Léopold, qui était un examinateur très, très dur et noir, très rude. Il était, oui, il était originaire des Antilles, je crois. Oui. Je ne sais plus si c'est de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais tous les matins, il faisait
sa promenade à cheval, n'est-ce pas, avec des belles bottes rouges, bien astiquées. Et enfin, nous ne l'apprécions guère. Oui. Nous ne l'apprécions guère parce que c'est peut-être le moment d'en parler. Au fond, dans cette affaire de la France libre, sur le plan général, on s'en est déjà expliqué, n'est-ce pas? On ne va pas y revenir sur les motivations. Mais à partir du moment où des forces militaires sont créées, on va donc trouver plusieurs catégories de gens. Il y a d'abord des militaires actifs, Oui. dont c'est le métier, qui vont donc exercer leur métier dans des conditions difficiles, bien entendu, compte tenu des moyens disponibles. Alors parmi ces officiers, il y a ceux que j'appellerais de la nouvelle vague, la nouvelle génération, ceux qui croient en effet à l'arme blindée, ceux qui croient vraiment à l'analyse faite par le général de Gaulle sur le plan militaire, des causes de la défaite, des moyens employés pour y remédier, etc. Donc ils vont se consacrer entièrement au métier militaire. Et puis alors il y a ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, qui ont déjà blanchi sous le harnois, n'est-ce pas, et que nous, les jeunes, nous considérons tout à fait inadéquates comme chef ou comme entraîneur d'hommes, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas été élevés dans cet esprit-là. Je me souviens de l'étonnement de certains de ces gens, commencé par le colonel directeur de l'infanterie et de l'instruction pour l'AEF, qui n'avait jamais vu de sous ses yeux, un canon de 25 anti-chars. Bon, alors ça nous paraissait tout à fait aberrant, si on veut bien se rappeler la situation, c'est-à-dire que nous sommes en AEF, que c'est l'ensemble le plus pauvre de l'Empire français, et que, en fait, c'est surtout un réservoir à tirailleurs. Et donc, c'est pas pour y envoyer des armements modernes, sophistiqués, n'est-ce pas? Il y a des renforts qui sont prévus pour aller sur le front de France. Mais les mouvements de transport de l'époque, c'est-à-dire 39-40, n'avaient pas pour objet de renforcer en armement moderne les unités réparties dans l'Empire, alors que ces armements modernes étaient insuffisants parce que mal distribués, stockés mais pas distribués en métropole, n'est-ce pas, auprès d'unités qui sont parties avec bien souvent un armement tout à fait inadéquat, alors que dans les stocks et les magasins, il y aurait eu de quoi les armer, n'est-ce pas, convenablement. Bref. Et donc ces deux catégories, sur le plan des officiers ou de l'encadrement de métier, que nous trouvons. Et puis alors, il y a une autre catégorie, ce sont les réservistes, les officiers de réserve qui engagent ou qui abandonnent leur poste d'administrateur ici ou là, n'est-ce pas, et qui, mobilisés certains une première fois, d'autres pas mobilisés du tout, mais volontaires pour continuer. Il y a ceux qui étaient dans les plantations, qui assuraient le ravitaillement, et qui, comme l'adjudant Juin, n'est-ce pas, qui servira au premier SPAI, au premier escadron et au premier peloton, ce sera le sous-officier adjoint de Dodo quand on formera le régiment au Maroc, dans sa formule américaine, n'est-ce pas, de régiment de reconnaissance d'une division blindée. Eh bien, ces hommes ont une autre mentalité déjà. D'abord, ils ont davantage le sens pratique du lieu, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des gens qui sont passés par Saint-Cyr, qui sont fanats militaires. Ce sont des gens qui prennent les armes comme autrefois nos pères, nos aïeux prenaient les armes et ceux auxquels ils étaient habitués, c'est-à-dire n'importe lesquels, pour défendre, surtout par leur attitude, leur volonté, leur coup,
leur lopin de terre, leur famille, c'était cela, n'est-ce pas? Et puis il y avait, puisque c'était le moment d'utiliser les renforts déjà préparés pour la métropole et que nous avons trouvés avec leurs officiers accompagnateurs, donc volontaires, puisque les gens d'AEF pensaient n'avoir jamais à en découdre, si ce n'est en réussissant à gagner le front en métropole. C'est ainsi que c'est le capitaine Dio, avec son détachement au Cameroun, un détachement qui attendait son embarquement pour la France, a pu apporter au colonel Leclerc, au commandant Leclerc, un appui immédiat et sensationnel, parce que les gens de ce renfort n'étaient pas connus des autres tirailleurs, et pendant la nuit du débarquement du commandant Leclerc, le capitaine Dio a fait relever les sentinelles de l'unité territoriale qui était là, n'est-ce pas, de l'unité de souveraineté, comme on appelait ça, par ses propres tirailleurs. Comme ça il était sûr d'avoir la situation bien en main au réveil, n'est-ce pas, le lendemain matin. Bon, eh bien, de même, à Brazzaville, c'est le commandant Delange avec la valeur d'un bataillon de renfort qui attendait aussi son embarquement, et bien, qui a été la pièce maîtresse du dispositif actionné par le colonel de l'Armina depuis Léopoldville pour le ralliement de l'Afrique équatoriale. De la même manière, dans les colonies, certaines colonies britanniques, attendant un transport pour monter, avaient été rameutés des gens sous le commandement d'officiers tels que Champ-Rosé en Gold Coast, si je ne me trompe, oui, qui deviendra par la suite le fondateur de l'artillerie de la première DFL. Voilà, alors, voilà un peu le mélange. Alors, là-dessus vient s'ajouter notre propre apport. Alors, notre propre apport, ben, il comprend aussi des réservistes qui ont tenu à poursuivre la lutte, n'est-ce pas? Et ces réservistes, je pense tout de suite à Pierre Lemeur, mon voisin de Brest, à son camarade Charton, n'est-ce pas, les deux inséparables. J'ai retrouvé l'autre jour d'ailleurs une photographie prise à Delville avant le départ, et tous les deux avec leur béret de chasseur, là, les deux profils côte à côte. Ça m'a tout de suite rajeuni de revoir cela, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était pris avec mon petit appareil microscopique qui tenait dans une main. Et bah, il y a quelques photos qui sont bonnes. Les pellicules ont été abîmées pendant le séjour en AEF, en Afrique équatoriale. Alors, elles ne sont pas très, très bonnes. Elles sont là? Non, je ne les ai pas amenées. Je ne les ai pas amenées, mais j'en avais remis quelques exemplaires à la Fondation Général Leclerc, maréchal de France, à Saint-Germain. Enfin, actuellement, je refais des classements pour essayer d'arriver à présenter tout cela. Ouais. Et il y a une autre... alors, j'ai dit donc qu'il y avait donc chez nous aussi, dans nos groupes de volontaires, eh bien, des jeunes comme nous qui considéraient que ce Crognonieux était passé, n'est-ce pas, et qu'il fallait donc voir les choses différemment. Pour nous, les galons n'étaient qu'un signe permettant de reconnaître celui qui allait prendre la décision. Mais nous nous considérons tous comme les égaux des autres, n'est-ce pas, attelés à une même tâche. On était sur le même établi à travailler. Et donc, l'aspect du galon, c'était ça. C'était pas un problème de hiérarchie. C'est un problème qu'il faut bien que quand il y a un groupe, il y en ait un qui dirige, qui anime le groupe et à qui on puisse demander des questions. Alors les galons, c'est une manière de le reconnaître. C'était ça notre mentalité, la mentalité du maraîcher Léost, n'est-ce pas? Enfin, il ne l'était pas encore, il travaillait avec son père.
Ben, il faisait pousser des légumes, là, aux portes de Brest. C'est la même chose pour les apprentis de l'Arsenal qui étaient avec nous, que ce soit les frères Grandboulet, ou que ce soit des jeunes étudiants, mais qui ne se préparaient pas au métier militaire. Alors bien entendu, il y avait ceux qui préparaient un métier militaire, ceux qui étaient en Corniche, Saint-Cyr, donc Fana, et qui avaient une autre aspect. C'était l'occasion pour eux de se, comment dirais-je, non seulement de s'assumer, mais de s'épanouir, n'est-ce pas? Alors, voilà, c'est important, je crois, d'analyser un petit peu tous ces comportements. Hier soir, chez le chancelier de l'Ordre de la Libération, nous parlions avec un certain nombre de nos camarades, de nos compagnons de l'époque. Il est bien clair que maintenant que nos rangs sont clairsemés, n'est-ce pas, par la suite des années qui s'écoulent et leurs conséquences, il est évident que l'ossature des unités qui ont pu être constituées et levées a été faite par tous ces jeunes qui ont suivi des cours, soit en Angleterre, notamment sous les instructions du lieutenant Dupont, soit à Brazzaville, avec nos chefs, nos maîtres et leurs pour. On les appelait les maîtres, n'est-ce pas? Et nous étions les élèves preux, pour montrer justement cette espèce de décalage et de déphasage entre une partie de l'instruction que nous recevions, à laquelle les anciens militaires attachaient beaucoup d'importance, le RI1, le RI2, le RI3, n'est-ce pas, sur le règlement d'infanterie à l'intérieur, en campagne, etc. Mais tout cela était fait sur des bases très anciennes, n'est-ce pas, et qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qui nous attendait. Alors, pour moi, c'est pour cela que, sans doute, devant ce déphasage et ce qu'on nous apprenait, nous avions choisi comme emblème la catapulte, n'est-ce pas, qui est vraiment une arme de notre âge, n'est-ce pas, et nous partions à l'exercice avec les cannes à pêche, n'est-ce pas, les lebels de la guerre 14-18, enfin du début, n'est-ce pas, c'est tout juste si nous n'avions pas les chasse-peaux de la réchappée de la guerre de 70 et de 71. Enfin bref. C'est la même chose, l'histoire de Godasse. Et l'habillement. Après, il n'y avait pas de fabrique d'habillement. Il fallait faire avec ce qu'on pouvait trouver sur place, et notamment, il y avait un problème de chaussures. Je ne sais pas, j'ai peut-être déjà raconté ça. Le camp de colonel d'Ornano, ça n'a rien à voir avec les camps d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était des baraques en tôle, recouvertes de tôle, et avec des ouvertures tous les 3 mètres à peu près, horizontales, qui permettaient à l'air de circuler un peu, mais qui permettaient aussi à certains de nos boys, puisque nous avions des boys qui se précipitaient pour faire les chaussures, mais fallait-il encore avoir des chaussures à faire, quoi. Alors tous les matins, à l'entrée de la case, avant de partir à l'exercice, il y avait un sac de chaussures, n'est-ce pas, qui venait d'un vieux stock qui était en Belgique, qui venait du Congo belge, et qui était le brodequin de l'époque. Ouais. Alors il fallait choisir une paire qui aille, l'enfiler précautionneusement. Alors si on avait réussi à enfiler la chaussure sans que la tige reste dans la main, c'était déjà un grand succès. Mais après que l'on avait enfilé la chaussure et que le pied n'était pas passé au travers, il fallait essayer de mettre les lacets. Alors les lacets, si ça marchait au premier coup, c'était bien. Mais bien souvent, ce sont les œillets qui sautaient. Bon, le lacet tenait le coup en général, mais ce sont les œillets qui ne tenaient pas le coup. Alors quand on arrivait enfin à avoir à chaque pied une chaussure à peu près présentable, n'est-ce pas, on sortait, mais dès qu'on avait fait 30, 40, 100 mètres,
à la sortie du camp pour aller à l'exercice, à 6 heures du matin, hein, eh bien, les semelles bâillaient, les tiges se déchiraient, et il fallait bien souvent prendre un peu de matiti, là, c'est-à-dire se faire un cordage avec des choses un peu secs, mais pas trop secs, hein, ça cassait aussi, n'est-ce pas, pour faire passer une espèce de truc sous la semelle et puis faire un nœud dessus la chaussure pour continuer. Ah ben il y en a qui ont fait l'exercice pieds nus. Enfin, ah ben c'était ça. Enfin, c'était ça, mais c'était pas très important pour nous. On avait quand même droit au samedi soir et au dimanche. Et au dimanche soir, enfin la permission de minuit, on rentrait qu'à minuit. Mais le lendemain matin, le lundi, pour nous mettre dans le creux, ben, c'était une marche 40 km, enfin 40 km aller-retour, qui nous conduisait jusqu'aux chutes de la Djoé. Un très beau paysage. J'ai retrouvé une photographie que j'ai prise là, d'une halte avec le lieutenant Hervouet, qui était notre instructeur, qui lui était un Syrien, mais qui avait un talent d'instructeur certain. Et qui se dévouait à cette tâche. C'était pas ce qu'on appelait un fanagoriste, n'est-ce pas? Pas du tout. Et il ne souhaitait pas rejoindre le général de Gaulle. Il était au Gabon. Mais lorsque on lui a dit, bon ben, au lieu de rester en France, au lieu de repartir en France, vous allez instruire les futurs officiers de la France libre. Alors là, il a accepté. Il a accepté. Il a terminé comme commandant Hervouet, chef de bataillon Hervouet. Et lorsque, en 1945, après le défilé du 18 juin, nous allons nous retrouver du côté de l'Étoile, là où sera le premier centre de ce qui deviendra par la suite l'Association des Français libres, nous aurons là un dîner des anciens de Brazzaville. Et alors, il présidera la table, je serai en face de lui, parce que à l'époque, je suis le seul capitaine des anciens de Brazzaville, et même d'ailleurs d'Angleterre. Et alors, je me vois pousser ainsi au premier rang, en face de notre patron. Mais j'aimais bien Hervouet. J'ai toujours beaucoup d'affection pour lui, parce que il nous a appris des choses humaines. Et il nous a appris humainement. C'était bien. C'était bien. Je me rappelle, je ne veux pas tellement m'étendre sur la vie du haut-camp. Disons simplement qu'il s'agit donc d'apprendre dans les plus courts délais à non seulement manier des armes et des moyens de guerre, mais aussi à manier des hommes. Mais manier des hommes avec cette difficulté, c'est que il s'agit en l'espèce d'aller encadrer des bataillons de marche. Des hommes, c'est-à-dire des tirailleurs. C'est-à-dire de se retrouver avec un sous-officier métropolitain, et souvent ancien sous-officier de la coloniale, avec une section de tirailleurs, hein, et 3 groupes, n'est-ce pas? 3 groupes dans une section d'infanterie, et ne parlant pas leur langage, ne connaissant pas leurs habitudes, bref, c'était tout un monde à découvrir. Alors voyons, quels vont être les moyens pour le découvrir? En fait, pendant la durée de mon séjour, Brazzaville est en définitive le lieu où j'ai résidé le plus longtemps. Puisque j'y suis arrivé le 15 janvier 1941 au matin, et que j'en suis reparti le 25 août 1941, avec mon affectation, pour aller assurer l'encadrement du bataillon de marche numéro 7 en formation à Bangui. Eh bien, pendant ce séjour, ai-je vraiment été à la découverte
des lieux. Je réfléchissais à cela l'autre jour. Finalement, je hanté toujours par cette préoccupation de l'après et de la préparation de l'après, je ne me suis pas tellement lancé à la découverte des pays que j'ai traversés. J'ai vu les gens, j'ai vu les choses, j'ai enregistré, j'ai des photographies, mais pour moi tout cela n'était qu'un passage. Et puis il y avait aussi une espèce de sentiment, non pas de recul, mais de mise en garde. Mise en garde parce que, vous savez, nous étions privés de nouvelles. Et il était tentant, si nous sortions de notre espèce d'isolement entre nous, pour rencontrer les familles qui résidaient sur place, les familles de souche européenne, eh bien, une espèce de douceur qui se serait emparée de nous. Nous aurions perdu notre pugnacité. Et alors, peut-être notre volonté se serait aiguisée, n'est-ce pas? De sorte que j'étais plutôt en défense. Et quand il arrivait, parce que moi, avec mes 20 ans, j'étais un vieux parmi les autres. Lorsqu'il arrivait à l'un ou l'autre de parler un petit peu avec moi, qui avait la chance d'avoir le père que j'ai eu, les oncles que j'ai eus, et du fait du décès et de la maladie très jeune, moi j'étais très jeune quand ma mère était paralysée, et donc nous étions à table avec les grands, on écoutait les conversations, on participait. Donc, j'ai toujours eu comme camarades des gens plus âgés que moi. Donc, j'avais peut-être, au regard de certains, un peu plus de maturité que d'autres, et j'avais réponse à certaines questions. C'était pas difficile, je n'avais qu'à répéter ce que j'avais entendu mon père dire dans des situations de ce genre. Et l'une de mes recommandations était de leur dire, surtout à ceux qui, pris un peu par l'ambiance ou le milieu, après tout, ils étaient jeunes, mais pourquoi ne pas commencer à fonder un foyer, etc. Quand est-ce qu'on rentrerait il dit non, surtout, attendez, ne choisissez pas, attendez d'être rentré chez vous. Après, vous saurez mieux. Vous aurez vos points de repère, vous aurez retrouvé vos marques, et puis vous saurez si vraiment c'est comme ça que ça doit se passer ou pas. Mais attendez. Attendez le retour, si vous rentrez. Bien. Alors, voilà. Donc, ceci ne nous empêchait pas de fréquenter des civils, si je puis, la population civile, n'est-ce pas, d'aller chez Hassanakis samedi soir, voir un film projeté en plein air, n'est-ce pas, tout en mélangeant de la limonade d'un fond de whisky, et ou bien d'aller au restaurant, oui, disons au restaurant du Pool, au Beach plus exactement, au Beach où il y avait une Morbianaise qui tenait ce restaurant et où le vendredi on faisait venir de Pointe-Noire des huîtres, n'est-ce pas, qui remontaient dans la nuit et qui étaient des huîtres énormes, des pieds d'éléphant, n'est-ce pas? Et alors elle en faisait venir deux ou trois cajots, et elle savait que parmi les élèves aspirants, les garder au frais, il y avait deux Blois, il y avait moi-même, il y avait Noro, il y avait Coutenceau, là. Nous allions manger quelques huîtres chez... Ah, je me souviens plus de son nom. Enfin, au Beach, on disait au Beach, parce que c'était l'embarcadère pour traverser le Pool, c'est-à-dire le Congo, le fleuve Congo, n'est-ce pas, cet immense fleuve, et aller à Léopoldville, en face au Congo belge. Oui, donc il y a une photo d'ailleurs qui n'est pas loin d'ici et qu'on peut décrocher peut-être du mur. Sier.
chez Mercier, qui a un restaurant, un hôtel-restaurant, pas loin dans la plaine, pas loin de la gare du Congo-Océan et du beach, à peu près au milieu. Mais c'est dans la plaine. Et sont venus nous voir des camarades de la première compagnie de chars, et qui sont encore à Pointe-Noire, qui n'ont pas encore quitté Pointe-Noire pour faire le tour de l'Afrique. Et ils sont venus nous voir à Brazzaville. Ils ont pris le Congo-Océan. Alors il y a Rodel des petits pois, comme on l'appelait, n'est-ce pas? Il est de Bordeaux, là, des petits pois Rodel. Bon, Rodel des petits pois. Le Grand Touni, dont le père, on l'apprendra par la suite, sera le chef d'un réseau de résistance, l'OCM, et qui sera finalement arrêté par l'Allemand et fusillé peu avant la libération. Moi, je suis au fond là, du groupe, ici à ma gauche, ayant toujours sa cigarette entre deux doigts et au bec, Xavier de la Chevalerie, d'Aufresne, et en avant là de lui, dans ces espèces de fauteuils, genre fauteuil Maurice, Bernard Hébert, le frère de Jacques. Alors Jacques Hébert n'est pas là, il n'est pas venu jusque-là, et il est resté à Pointe-Noire, et il fera son cours d'élève aspirant comme Touni et Rodel après la campagne de Syrie. Là, ils vont donc rejoindre la première compagnie de chars, nos deux visiteurs, et nous avons été ravis de pouvoir passer une journée avec eux à Brazzaville. Voilà, c'est un... Alors nous voilà replongés après leur départ dans notre vie quotidienne, qui comprend l'exercice le matin, la théorie l'après-midi, un déjeuner assez frugal, et puis le soir, après la fin de l'exercice, il y a le temps libre, n'est-ce pas, mais qui nous vaudra de longues marches en déambulant le long du Pool et en évoquant des vieilles chansons dont nous nous souvenons, ou bien en évoquant l'après, n'est-ce pas, nos discussions sans fin sur la manière d'organiser les choses. Bien, mais en fait, nous avons besoin d'être ensemble aussi parce que c'est une manière de ne pas voir passer le temps, les années. Car nous sommes séparés de chez nous, de nos liens familiaux, n'est-ce pas? Et il arrive parfois que le courrier passe. Mais alors le courrier, comme cette lettre que je tiens entre les mains, ça met des mois et des mois à nous parvenir, n'est-ce pas? J'ai eu ici une lettre de mon père qui a été tapée à la machine pour, m'écrit-il, faciliter la tâche du censeur que je crains de décourager par ma mauvaise écriture, n'est-ce pas? Et qui est écrit le 28 mai 41. Eh bien, c'est en 1943 que je la recevrai. Voilà la chose, alors, avec des tampons d'un peu partout, n'est-ce pas, d'AIF, des censures, avec des recherches. Elle est allée en Syrie, elle est allée en Égypte, elle est allée bien sûr en Oubangui, elle est allée en Libye, mais quand elle me parviendra, eh bien nous serons déjà en Tunisie. Alors voilà, c'est 43. Alors ça, c'est une lettre. J'ai eu quelques-unes, avec quelques photographies même, qui ont été une dizaine de photographies qui ont constitué mon album, et qui m'a suivi. J'ai là une liasse qui m'a été remise par le service des recherches aux familles, mais qui m'a été remise après la guerre. Le responsable était ce fameux capitaine Léon, qui avait changé de nom pour prendre celui de Max, et qui était au bataillon de défense du littoral,
en 1939 chez nous, au Tressir, sur le territoire de la commune de Ploumonvelin, entre Brest et le Conquet, n'est-ce pas? Et il commandait la compagnie Oran, dont beaucoup d'installations étaient chez nous, dans notre propriété, au bord de la mer, où nous habitions, puisque mon père étant bien sûr avocat à Brest, mais maire de Ploumonvelin, les circonstances l'ont obligé à rester dans sa commune beaucoup plus longtemps qu'en ville. Alors, lui, quand ce bataillon a été évacué par Cherbourg, parce qu'il avait quitté la région pour monter en ligne, et puis finalement a été évacué par Cherbourg, et en Angleterre, le commandant de ce bataillon, le chef de bataillon Renoir, est resté, ainsi que le capitaine Léon. Ils sont restés en Angleterre et le commandant Renoir est celui qui a commandé le camp de Delville, n'est-ce pas, où nous avons reçu nos premières instructions avant le départ pour l'affaire de Dakar. De même, je crois l'avoir déjà dit, ce commandant Renoir se terminera, le général Renoir, et sera le dernier, avec son épouse, les dernières personnes qui déjeuneront à Colombey-les-Deux-Églises chez le général avant la mort de celui-ci, quelques jours avant. On racontera cela parce qu'il viendra un jour me voir après cela, quand je suis à Paris, pour me parler un petit peu de l'ami, et il ne se sent pas très bien. Enfin, j'ai déjà raconté ça. Simplement pour dire que le capitaine Léon, quand le service a été dissous, s'est arrangé pour me donner le paquet d'archives me concernant sur... Et alors là, je trouve une lettre manuscrite du capitaine de vaisseau Le Chuiton. Vous savez, c'est celui dont je vous ai dit que j'avais retrouvé à bord du contre-torpilleur du torpilleur qui nous a recueillis entre le Conquet et Ouessant, n'est-ce pas? Alors, lui, il avait choisi de rentrer en France, par rejoindre De Gaulle, et le premier rapatriement de gens qui voulaient rentrer en France s'est fait notamment par le transport, le paquebot Meknes. Et ce paquebot a été torpillé par un sous-marin allemand. Alors, ils ont bu la tasse, enfin, il y a eu quelques-uns qui sont restés au fond de l'eau, et la plus grande partie, la majeure partie déjà embarqués ont été sauvés. Alors, ayant bu la tasse, on les a répartis un peu, pas toujours dans les camps, et quelquefois à l'hôtel. Alors, c'était le sort du capitaine de vaisseau Le Chuiton, qui était au Randolph Hotel à Oxford, et qui, tout de même, le 2 août 1940, écrivait Amiral, permettez-moi, il s'adresse à l'amiral Muselier, une fois, permettez-moi de vous demander un service. Je voudrais obtenir des nouvelles de 2 agents de Brest qui ont débarqué à Plymouth le 20 juin et dont j'ai perdu la trace. Le premier est Michel Le Chuiton, fils de mon cousin, médecin en chef de première classe à Toulon. Le second est Charles Le Guesguen, fils d'un avocat brestois. Tous deux 18 ans environ. J'ai écrit à un bureau de renseignement de Whitehall sans avoir de réponse. Peut-être auriez-vous l'amabilité de m'indiquer une meilleure voie dans mes recherches. Je serais désolé de rentrer en France sans pouvoir dire aux parents de ces enfants qu'ils se portent bien. Après la malheureuse affaire du Meknes, je suis à l'hôtel Randolph à Oxford avec l'amiral Caillol. En vous remerciant à l'avance, je vous prie de croire mes sentiments respectueux, signé capitaine de vaisseau de Chuiton, Randolph Hotel. Et voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais ça authentifie. Et puis je retrouve ainsi ma propre réponse, n'est-ce pas, qui ne dépasse pas le service, bien entendu. Cove, le 17 août 1940. Chasseur Le Guesguen Charles, première compagnie de chars d'Elville, camp par monsieur le chef du premier bureau, service des recherches, Carlton Gardens, Londres. Monsieur, ayant vu que mon nom figurait sur une des premières listes de recherche, je m'empresse de vous répondre. Je suis actuellement à la première compagnie de chars de la première brigade à Delville Camp. Oui, parce que ça s'appelle la première BF. Au début, on nous appelait la Légion de Gaulle. Et puis après,
nous sommes devenus, quand il y a eu les accords Churchill-De Gaulle, nous sommes devenus la première brigade de légion française. On a supprimé le mot étranger, n'est-ce pas? C'était la première brigade de légion française, unité administrative à laquelle ont été rattachées toutes les unités qui ont été créées, même les fusiliers marins, n'est-ce pas? Ils relevaient de la première brigade. Même lorsqu'on a créé les AFAT, n'est-ce pas? C'est-à-dire les auxiliaires féminines de l'armée de terre, qui étaient commandées à la fin de 40 par le lieutenant Mathieu, une femme, le lieutenant Mathieu, qui était à peu près 92, à la fin de l'année 40, n'est-ce pas? Eh bien, elles étaient toutes rattachées à la première brigade de Légion française, la première BLF. Voilà. Alors donc, je continue ma lecture. Adèle Villekamp, Cauve, par Aldershot, Nantes. Vous serez très obligé de bien vouloir me faire connaître le plus tôt possible, car il y a urgence. Oui, nous savons que nous allons partir. C'est le 17 août que j'écris ça, 1940. Le nom de la ou des personnes qui me recherchent. Veuillez agréer monsieur, le chef de bureau, etc. Parce qu'en effet, c'est quand on prend dans ce dossier les lettres suivantes, alors je vois la fiche, comment était la fiche. Demandeur Le Chuton, demandé Le Boisguen, Charles, n'est-ce pas, à Brest. Adresse demandée, et je vois que le renseignement qui a été fourni, le demandé est prévenu le 19 août 1940, n'est-ce pas, et je vois une annotation, le 8 mars 41, en bonne santé, renseignement donné par le premier bureau. Je vois une autre fiche, alors comité de recherche, 13 décembre 1940. Alors il y a une liste, d'un côté le nom des personnes recherchées, de l'autre le nom des personnes qui les recherchent. Alors je vois encore mon nom, Le Boisguen, né à Brest, le 4 mai 1920, se trouvait le 22 juin 1940 à Crowdale Refugee Center. Et ce qui me demandait, c'était mon père, M. Henri Boisguen, docteur en droit. Et puis il y a un dénommé Potard, Cyprien, sergent, qui est recherché par Stéphanie Potard, n'est-ce pas, 40 places des Esplanades à Perpignan, où il y a un Duchesne François, lieutenant, un corps Lucien du 92e régiment d'infanterie disparu de Dunkerque, réclamé par un monsieur Duchesne de Clermont-Ferrand. Il y a un capitaine Clément Louis, soldat au 216e, qui est réclamé par une madame capitaine de Saint-Chamond, de la Corrèze. Il y a un Marcel Béranger, qui est réclamé par monsieur Maurice Béranger, qui lui est du Var, il habite hier. Il y a un sous-lieutenant Auga, du 13e régiment d'infanterie motorisée, blessé le 26 mai à la Bassée, évacué sur Dunkerque, réclamé par madame Auga, qui habite l'Indre, à Orsène. Voilà, vous voyez, saluons tous ces gens, ces recherches, et lisons, finissons de lire la page. Eh bien hier justement, ça il faudra que je lui dise tout à l'heure, hier j'ai vu madame de Sétiveau de Grèche chez le chancelier, et on parlait de son mari, Philippe de Sétiveau de Grèche, officier d'aéronautique navale, blessé le 10 mai 40 à Calais, puis transporté à Hastings. Et alors elle habite dans l'Indre, au château de Gros-Cône, à ce moment-là, par Romée, et elle veut avoir des nouvelles de son mari, qui sera un des commandants de l'escadrille de chasse Île-de-France, n'est-ce pas? Dupérier lui succédera, et c'est un héros de chez nous. Et ben voilà, j'ai l'honneur de figurer sur la même fiche que lui, il a fait une fiche de recherche que lui. Il faudra que je montre ça à son épouse, à sa veuve. Général de Gaulle, décorant Charles Le Goasguen.
Fin d'un voyage, 21 juillet 1945, place du Château, devenue maintenant place Général de Gaulle, en face du château de Brest et devant les ruines de Brest. Le général de Gaulle m'a fait venir pour m'y remettre devant mes concitoyens, ou ce qui en reste, la croix de la Libération. À mes côtés se trouve Madame l'Espagnole, qui reçoit la croix de la Légion d'honneur, décernée à son fils, Gustave l'Espagnol, qui était au 501 et qui a été tué à l'entrée de Strasbourg. Nous sommes à Argentan-sur-Creuse. Le général passe en revue le GTR. Il y a donc les spahis et les marins rassemblés et il nous remet les décorations. Il est en face de moi et nous restons un bon moment face à face, car la citation que l'on lit, qu'un officier lit, est assez longue. Elle prend à la fois la traversée des Vosges et les opérations d'Alsace. Alors, lorsque le général, enfin, après lecture faite, s'avance pour me remettre le ruban, il me dit que c'était un peu long. Et je lui réponds, on aurait pu en faire deux, mon général. Alors il se met à rire, et c'est son sourire qui est tout à fait intéressant dans cette photo. Le sourire du général. Et lors de son premier voyage en Bretagne, la maréchal Leclerc, qui était la générale Leclerc à l'époque, est venue et l'a vu sur le mur de notre salle à manger à Brest. Elle s'est précipitée dessus car elle trouvait que le sourire de son mari était tout à fait extraordinaire. Et exceptionnel. On fait